Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques du Touche, avec une nouvelle chronique qui va nous permettre de prendre des nouvelles des membres ou anciens membres de l'ENVT, là où ils se trouvent, et ça s'appelle Allô, la planète Veto. Je suis Louis Daval, bibliothécaire à l'école vétérinaire de Toulouse, et je vous propose de me suivre aujourd'hui dans le monde de la faune sauvage. Allô la planète Veto? Aujourd'hui, pour le premier épisode de Allô la planète Veto, j'ai invité Mathieu Yacoub, qui connaît mieux le sujet de la faune sauvage que moi, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de faune sauvage. Et Mathieu, donc, il a l'avantage, lui, d'être étudiant en veto et de connaître la médecine vétérinaire beaucoup mieux que moi. Mathieu, tu fais partie de la PCB, qui est la A5 actuelle, là, en 2025-2026. Est-ce que tu peux te présenter, Mathieu, et nous dire quel est ton rapport à la faune sauvage? Eh bien, bonjour Louis, bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, Mathieu Yacoub, en cinquième année d'école vétérinaire à Toulouse, et ce dans le but de faire vétérinaire NAC ou faune sauvage, j'ai pas encore totalement décidé. Dans le cadre de la faune sauvage, j'ai déjà eu la chance de faire plusieurs activités assez sympathiques, notamment 2 mois paumé dans la jungle au Costa Rica à faire de la recherche, notamment sur différents animaux sauvages, mais également et surtout plusieurs investissements au sein du centre de soins de l'école vétérinaire de Toulouse que les deux invités que je voulais vous présenter tout de suite connaissent très très bien. Eh bien, merci Mathieu. Pour ce premier épisode, on commence par la proximité. On va pas aller très loin sur la planète Veto, puisque on va se retrouver en Suisse avec Sonia Antoine qui travaille au centre ornithologique de réadaptation et Myriam Munier qui travaille, elle, au centre de soins Beauval Nature Françoise Delors. Donc bonjour Sonia et Myriam, comment ça va? Et est-ce que vous pouvez raconter à nos auditeurs où vous vous trouvez actuellement? Sonia peut-être d'abord? Ok, bonjour. Du coup, moi, je suis actuellement dans le centre de soins, dans la partie secrétariat du centre de soins, après ma journée de travail. Voilà. Et ça va très bien. Et vous? Ça va très bien, merci. Et toi Myriam? Bonjour tout le monde. Moi actuellement je suis chez moi, pas très loin du centre de soins. C'est mon jour de repos et tout va très bien. Est-ce que vous pourriez nous raconter, Myriam et Sonia, en quoi consiste votre travail? Et qu'est-ce que tu fais exactement, Myriam? Alors je pense que on va se retrouver un petit peu dans la même description avec Sonia. Donc globalement au centre de soins du coup Beauval Nature, on s'occupe des animaux sauvages trouvés en difficulté par des particuliers qui sont ramenés au centre de soins. On les soigne, ensuite on les réhabilite et on les relâche dans la mesure du possible. Alors on s'occupe de plein d'espèces différentes, ça va du petit mammifère aux reptiles, aux amphibiens et pas mal d'oiseaux. Voilà, et on fait un travail de vétérinaire un peu comme en clinique normale. On fait des examens cliniques, on fait des examens complémentaires, des chirurgies, des analyses, voilà. Et après on a aussi toute la gestion du côté plus soigneur, alimentation, etc., mais que nous, on gère un petit peu moins. Tu as parlé des différentes espèces, donc il n'y a pas que des oiseaux, c'est ça? Il y a aussi des amphibiens. En fait, quels animaux un peu étranges tu as pu recevoir au centre de soins? Alors, je dirais pas étrange, mais peu commun, ou en tout cas, les gens ne savent pas forcément qu'on en a en France pour les personnes qui sont pas habituées à aller faire de l'observation, etc. Donc, par exemple, on a pas mal de cistudes d'Europe. C'est des tortues d'eau douce qu'on trouve dans nos départements, dans nos régions, et qu'on n'observe pas forcément parce que c'est très discret. Voilà, c'est les espèces, elles, qui m'ont le plus marqué parce que même moi, avant, je pensais pas du tout qu'on avait des tortues françaises dans la nature. Voilà. Et après, sinon, un peu plus particulier, là, comme ça, après, on a des oiseaux importants. On a eu un pigargue à queue blanche, on a eu un balbuzard pêcheur. C'est des oiseaux qui font partie de plans nationaux d'action, donc qui sont très rare d'avoir un centre de soins. Et Mhm. c'était une belle occasion pour nous de pouvoir s'en occuper et essayer voilà, de les relâcher, puisque c'est des espèces qui ils ont un statut de conservation assez important. Donc Myriam, tu nous as parlé des plans d'action nationaux, enfin des plans nationaux d'action plutôt. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce sont des outils qui servent à assurer la conservation ou à permettre le rétablissement dans un état de conservation favorable d'un animal en danger. Et donc ma question est la suivante. À quel point est-ce que le vétérinaire va avoir un impact sur ces plans
et à quel point est-ce que il va être un acteur central de toute cette conservation populationnelle, et notamment comment est-ce que le soin d'un individu permet le soin d'une population en général. C'est vrai qu'en centre de soins, c'est une question qui se pose pas mal. Parce qu'en effet, nous, tu vois, au centre de soins, on a relâché 1000 animaux, un peu moins de 1000 animaux l'année dernière. Et du coup, d'un point de vue populationnel, c'est pas beaucoup. Après, ça dépend des espèces. Et là, d'un point de vue du balbuzard pêcheur, par exemple, c'est un individu qui avait été, qui faisait partie d'un programme de réintroduction, qui a été relâché en Irlande, si je dis pas de bêtises, et malheureusement qui a eu des soucis médicaux et qui est tombé en fait pas très loin du centre de soins, qui a été rapporté par l'OFB. Et là, le centre de soins, dans ce, dans tout ce, dans toute cette chaîne d'individus, ça permet, voilà, on a l'habitude avec les oiseaux de les soigner et de s'en occuper. Donc là, on peut s'en occuper, essayer de le remettre sur pied et de le relâcher. Et il va pouvoir ensuite continuer à faire partie du programme de réintroduction. Et alors que s'il n'y avait pas eu de vétérinaires capables de soigner des oiseaux et de s'en occuper, bah, les programmes de réintroduction, ils mèneraient, enfin, ils perdraient certains individus. Là, on a pu au moins sauver, entre guillemets, cet individu qui va pouvoir continuer de voler et d'être étudié par les chercheurs, etc. Ok, donc vous avez directement un lien avec d'autres acteurs de conservation. Ouais, complètement. On est toujours en lien avec l'Adréal, la DDPP, toutes les personnes qui gèrent les PNA. C'est des liens très très étroits et c'est hyper important pour qu'on reste du coup dans une gestion un peu plus globale des individus et de pas rester sur juste le soin à un animal et ne rien voir derrière, quoi. Et toi, Sonia, donc toi, tu travailles exclusivement sur des oiseaux? C'est ça, exactement. C'est un centre de soins qui est un petit peu différent de celui de Myriam parce que je ne reçois que des oiseaux et que des oiseaux autochtones. C'est-à-dire que je vais pas non plus gérer tout ce qui va être tous les perruches, les perroquets qui se seraient égarés, échappés. Donc, pareil, je reçois les animaux sauvages en détresse que les gens nous rapportent. Je leur fais un examen, je fais des examens complémentaires si j'ai besoin. Ensuite, je fais des plans thérapeutiques et des chirurgies si besoin. On a une équipe soigneur qui s'occupe après de la réhabilitation en volière. Et un peu pour rebondir sur cette histoire d'impact des centres de soins au niveau populationnel, un rôle qu'on peut avoir aussi, et je suis un petit peu dedans en ce moment parce que j'ai envoyé quelques échantillons pour ça, mais ça peut être de détecter des maladies dans les populations de faune sauvage. Par exemple, l'an dernier, en hiver, on avait pas mal de personnes qui nous décrivaient de la mortalité de moineaux autour de leur mangeoire et on a fait des analyses et on a vu qu'il y avait une épidémie de salmonellose à cet endroit-là. Et on a pu aider les gens un peu à aménager leur mangeoire, tout bien désinfecter pour se prémunir de ce risque-là au moment où il y avait cette petite épidémie, par exemple. Parce que dans le descriptif que tu m'avais envoyé pour préparer cette émission, tu notais que tu as notamment participé à l'installation de nichoirs et au recensement de populations d'oiseaux. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus, en fait, nous décrire en fait comment tu procèdes avec ton équipe? Alors nous, on a un programme qui est spécifique du martinet noir. Le martinet noir, c'est un oiseau qui migre et qui vient ici seulement dans la période de, ça va être juin, juillet, août, pour se reproduire ici. Et en fait, on installe des nichoirs pour qu'ils puissent s'installer, que les colonies puissent s'installer et faire leurs petits ici. Le recensement, du coup, ça va être une personne de notre équipe qui va se poster au niveau des nichoirs et qui va compter les allées et venues des adultes qui nourrissent les petits pour voir combien il y a de nichoirs qui sont habités, combien il y a de couples au sein d'une colonie où on a placé plusieurs nichoirs. Et parfois, on voit aussi des endroits dans les toitures où les martinets essaient de faire des nids, ou alors on voit des chutes de nids, de petits, pardon. Et du coup, dans ces endroits-là, on peut se dire que ce serait pas mal d'installer des nichoirs. Donc, on a toute une équipe de biologistes et de bénévoles qui s'attellent à cette tâche de savoir où sont les martinets, où est-ce que c'est pertinent de mettre des nichoirs, euh, et de faire des comptages de couples pour savoir comment va la population. Et malheureusement, la population plutôt une tendance à la baisse, en tout cas dans le canton de Genève.
Alors Myriam, je reviens vers toi. Est-ce que tu peux nous en dire plus à propos du rôle des vétos avec les acteurs locaux? Parce que je sais que vous vous inscrivez aussi dans un schéma au niveau local, au niveau sanitaire. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus à ce niveau-là? Alors j'avoue que ça, c'est pas forcément moi qui m'en occupe. C'est plutôt bah, la responsable du centre de soins qui, elle, est en lien avec voilà, tous les acteurs de la région, tous les politiques, etc. Là, on a pas mal de... Il y a une recrudescence de grippe aviaire en ce moment. Et effectivement, c'est hyper important de travailler avec bah, tous les réseaux d'épidémios et tous les réseaux autour de nous parce que justement, on a eu des indications de la DDPP comme quoi, effectivement, il y avait la grippe aviaire qui arrivait sûrement sur le territoire, qu'il fallait être vigilant d'un point de vue du centre de soins, qu'on pouvait aussi, nous, du coup, comptabiliser les animaux et être en fait en première ligne. Si on nous apporte des individus avec des signes neurologiques, certaines espèces plus que d'autres, on peut justement rapporter tout ça à la DDPP, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, voilà, eux, ça leur permet aussi d'avoir, comme disait Sonia tout à l'heure, on a un peu une première ligne sur de potentielles maladies émergentes ou actuelles sur la faune sauvage qu'on verrait pas forcément si les gens nous apportaient pas en fait les animaux directement au centre de soins. Est-ce que tu pourrais nous parler des études sur les râles des genêts ou les outardes canepetières? C'est vrai que effectivement, ça c'est un pan que j'ai oublié parce que on a effectivement un lien fort avec le PNA du coup des outardes. Pareil, ça c'est ma responsable qui s'en occupe plus que moi et qui saurait sûrement mieux l'expliquer. Mais en fait, si je dis pas de bêtises, le PNA s'est rapproché du centre de soins pour que l'on puisse accueillir, dans la mesure du possible, des œufs d'outarde, parce que en fait, ils se sont rendus compte que les œufs qui étaient pondus par les adultes, il y en avait par exemple deux seulement qui survivaient sur les quatre, et pour justement renforcer les populations et éviter que ces deux œufs restants soient perdus, s'ils arrivent à trouver les nids pendant la période de nidification, ils peuvent nous apporter les œufs en trop. Nous, on va les élever parce que du coup, on a une équipe de soigneurs qui est quand même pas mal opérationnelle sur l'élevage des poussins et sur, voilà, sur ça. Mhm. Et donc, le but, ce serait qu'à Beauval Nature, au centre de soins, on récupère les œufs en trop, qu'on les élève jusqu'à un certain âge et ensuite qu'ils puissent être relâchés pour renforcer les populations d'outardes. Ça, c'est un plan du coup qu'on a avec les outardes canepetières. Et on a accueilli aussi deux petits râles déjeuner qui ont pu ensuite être bagués et balisés par, pareil, il me semble, le PNA, et ensuite qui ont pu être relâchés. Voilà, donc c'est effectivement aussi un des rôles du centre de soins, c'est avec toute l'expérience que les soigneurs et les vétérinaires ont d'élevage de juvéniles surtout, bah, on peut se permettre d'élever des juvéniles d'espèces en danger ou d'importance conservatoire et de les relâcher ensuite pour des études diverses. Ok. Sonia, sur un tout autre sujet, tu as parlé du coup du fait que tu travaillais uniquement avec des oiseaux. Est-ce que les autres animaux te manquent, notamment les petits hérissons du centre de soins de l'école vétérinaire de Toulouse? Il me manque un peu, c'est vrai. C'est vrai que là où j'ai le plus été en centre de soins avant d'arriver ici, c'était à Toulouse et on avait pas mal de hérissons, des bébés renards, pas mal de mammifères en général. Alors, est-ce que ça me manque? Oui et non. En fait, quand je suis arrivée au début dans mon poste, ça m'allait bien de ne m'occuper que d'oiseaux parce que, entre guillemets, ça faisait quand même un panel de pathologies un peu moins vaste à traiter. Et comme bah, au début de la profession, comme tout vétérinaire, voilà, on est très stressé, on a beaucoup le souci de bien faire. Moi, ça m'allait bien de me concentrer uniquement sur les oiseaux. Après, j'ai eu la possibilité de faire une campagne de stérilisation de chats errants en Indonésie au printemps, pendant mes vacances. Et du coup, de retravailler avec des chats, ça m'a beaucoup plu. Et c'est vrai qu'il y a un petit côté où ça me manque un peu parce que finalement, notre formation elle est très axée sur les mammifères. Et du coup, voilà, ça manque un petit peu. Je suis contente de les retrouver quand je vais en campagne de stérilisation. Mais sinon, au quotidien, ça me va très bien de me concentrer sur les oiseaux.
Myriam, je reviens vers toi. Quand on parle de Beauval, je pense que ça parle à tous nos auditeurs, le zoo de Beauval, avec les pandas, etc. Est-ce que toi, j'imagine, tu as tes entrées au zoo, et est-ce que par rapport à ton métier, tu es aussi amené à y intervenir de temps en temps? Alors non, du coup, le zoo de Beauval et le centre de soins, c'est des entités très différentes. Enfin, du coup, c'est pas du tout la même chose. Il y a une équipe vétérinaire complète au zoo de Beauval qui s'occupe uniquement des animaux qui sont en captivité au zoo. Et nous, du coup, on est une association qui est en partie financée évidemment par le zoo de Beauval via des donations, comme pour toutes les associations qui ont des mécènes. Mais on s'occupe uniquement des animaux de la faune sauvage, par contre non captive. On n'intervient pas dans le zoo. Ok, ça marche. De mon point de vue, la faune sauvage peut être un marqueur de la bonne santé de l'environnement. Et est-ce qu'à travers vos professions et vos structures, toutes les deux, vous percevez que la biodiversité est de plus en plus en danger et que la nature atteint ses limites? Voilà, c'est un sujet dont on parle. Alors, Mm. pour certains, beaucoup, et pour d'autres, très peu finalement, et je pense pas assez. Est-ce que toutes les deux, vous pourriez nous en parler à votre niveau? Est-ce que vous repérez euh, malheureusement des reculs assez graves au niveau de la biodiversité? Moi, ça fait pas longtemps que je suis là, ça fait qu'un an que je suis en poste et c'est plus en discutant avec des gens qu'ils observent que il y a des espaces où ils entendent beaucoup moins le chant des oiseaux, des gens justement qui nous rapportent des mortalités de groupe. Euh, donc c'est quand même quelque chose auquel on est confronté. Et nous, disons que vers les années 2015, on était autour de 1000 oiseaux rapportés au centre par an. Ça fait 50 ans que le centre de soins existe. Et là, maintenant, entre 2016 et maintenant, on a doublé. Donc, il y a 2 fois plus d'oiseaux qui sont rapportés. Donc, est-ce qu'il y a un effet des gens qui sont au courant que le centre de soins existe et qui sont donc plus à même de nous rapporter des oiseaux, ou est-ce qu'il y a vraiment de plus en plus d'oiseaux impactés par les chocs avec les vitres, les chocs avec les véhicules, d'autres facteurs qui peuvent faire que l'oiseau se retrouve dans une situation de détresse? C'est aussi, je pense, un petit peu vrai. Donc, Mm. oui, je pense qu'on constate, je pense pas qu'on soit les meilleurs observateurs, mais qu'on constate quand même que l'impact sur la biodiversité et qu'il y a une pression sur la biodiversité qui est de plus en plus forte. Nous, là, cet été, on a eu, je sais pas pour toi, Sonia, ça a dû être pareil, je pense, on a eu un afflux de martinets qui tombaient des nids à cause de la chaleur, beaucoup plus important que les autres années, enfin, de ce que mes collègues me racontaient. Et pareil, là, on a vu au centre de soins d'Alfort une journée où ils ont eu 180 entrées d'animaux et c'est hyper, enfin c'est très très conséquent. Et en fait cet été, tous les centres de soins étaient surchargés en Martinée parce que du coup c'est des oiseaux, bah, comme disait Sonia, c'est des oiseaux qui nichent sous les toits. Et en fait avec la chaleur, les petits tombent du nid tellement ils ont chaud. Et en fait c'est une des conséquences les plus, comment dire, visibles, on va dire, c'est que les grandes périodes de forte chaleur qui vont se reproduire de plus en plus dans les prochaines années, bah, ça va, effectivement, bah, ça montre que les petits ne vont pas forcément survivre à ces vagues de chaleur. Donc ça, c'est l'une des premières conséquences qu'on voit. Et une autre conséquence, c'est les... Pareil, je sais pas si Sonia, tu remarques ça aussi, toi, au centre de soins, mais c'est les... Là, par exemple, on a des petits hérissons tardifs qui naissent très très tôt dans la saison, même si bon, les hérissons, ils ont 2 périodes de reproduction, soit au printemps, soit fin d'été. Et en fait, là, il y a des tout petits hérissons qui arrivent encore alors que les températures commencent à descendre en dessous de 5 degrés. Donc en fait, c'est des gestations qui vont mener à des individus qui vont pas pouvoir hiberner, qui vont pas pouvoir être assez gros pour survivre à l'hiver. Donc ça montre que ça va diminuer encore les populations existantes, sachant que le hérisson est quand même pas mal en déclin actuellement. Ça, c'est les 2 exemples auxquels je pense. On peut voir au centre Ok. de soins. Ouais, parce que là, en fait, c'est vrai que vous n'êtes pas en pause depuis longtemps, toutes les deux, puisque Ouais. vous étiez toutes les deux membres de la célèbre P2LA.
Mais peut-être que vos collègues, effectivement, même dans les centres de soins, vous ont parlé de certaines espèces qui ont peut-être même disparu complètement. Je C'est pense pas... qu'on n'est pas encore sur des disparitions complètes d'espèces. Comme le dérèglement climatique, là, on a vraiment des très grosses vagues de chaleur, de canicule depuis seulement, entre guillemets, quelques années, moins d'une décennie. Je pense que ça n'a pas encore eu, en tout cas sur les espèces avec lesquelles nous on travaille, un impact suffisamment pour faire complètement disparaître une espèce. Effectivement, il y a des types d'espèces de juvéniles comme les martinets qu'on retrouve plus. Alors, chez nous, ça n'a pas été aussi fort qu'en France. En France, il y a vraiment eu parfois une centaine de martinets qui arrivaient dans la même journée. Nous, on en a eu l'an dernier sur 2024, on en a eu 150 au total. Cette année, on en a eu 200. Donc, ouais, c'est 50 de plus, mais ça a été beaucoup moins spectaculaire, en tout cas, qu'on a pu le voir dans certains centres de soins en France. Puisque tu parlais de la P2LA, Louis, euh, quel a été votre rapport à la faune sauvage pendant l'école? Au sens où, est-ce que c'est des choses que vous attiraient déjà avant l'école ou est-ce que c'est pendant l'école que vous avez développé cette passion? En gros, comment est-ce que vous êtes retrouvé à travailler dedans? Allez, je commence. Bah, moi, c'est depuis le tout début, enfin même avant que je fasse mes études vétérinaires. Bah, je pense comme un peu tous les enfants qui rêvent de devenir vétérinaire, on s'imagine, enfin peut-être pas, je parle pour tout le monde, mais j'avais l'impression ouais, qu'on s'imaginait bien tous travailler voilà, avec les animaux sauvages, en Afrique avec des lions, les girafes. Enfin moi, c'est l'image que j'en avais un petit peu. Et du coup, bah, tout au long de mes études, j'ai essayé de tout faire entre guillemets pour y arriver par mes stages, voilà, mais les assos que je faisais à côté. Et voilà, c'est un peu comme ça a été présent un peu tout au long de mes études et même avant. Moi, pour la petite anecdote, quand j'étais petite, j'avais trouvé un petit oisillon par terre et je l'avais récupéré, je l'avais emballé dans une petite serviette. J'étais en mission, quoi. Je devais avoir 5-6 ans. Sauf Oh. qu'en fait, malheureusement, l'oiseau était déjà décédé. Ah non. Et ma mère a trouvé le cadavre dans ma chambre et ça lui a pas plu du tout. Ah non. Mais voilà, comme quoi il y a parfois des destins qui s'écrivent très très tôt. Mais sinon, comme Myriam, j'ai voulu être vétérinaire déjà enfant. Je voulais être vétérinaire pour les animaux sauvages. Et de fil en aiguille, à travers mes études, d'abord j'ai fait une licence de biologie. Et pendant ma licence de biologie, j'avais fait un premier stage aux eaux d'Amnéville. Et là, ça a été vraiment la révélation de me dire, mais je veux faire un métier en contact avec la faune sauvage plus qu'en clinique, en clientèle. Et donc, pareil, au cours de mes études, j'ai essayé de tout faire de faire pas mal de stages, pas forcément les stages obligatoires, enfin, dans tout ce qui est faune sauvage captive, dans les parcs zoologiques, dans les centres de soins, d'autres centres de soins. Et c'est pas toujours très évident parce que c'est un milieu, on découvre ça quand on arrive à l'école veto, qui est un petit peu concurrentiel, où on nous dit un peu qu'il n'y a pas trop de débouchés. Voilà, donc c'est pas forcément simple, mais avec beaucoup de motivation et en dédiant pas mal de temps, on y parvient quand même. Allô, la planète Veto, c'est un podcast très axé autour du voyage. Et on se rend bien compte que les deux sujets, voyage et faune sauvage, sont très corrélés. Alors on a envie de vous poser la question, qui est du même type que l'œuf ou la poule. Est-ce que selon vous, c'est le voyage qui a initié la faune sauvage au niveau des passions, ou est-ce que c'est la faune sauvage qui a initié le voyage? Moi, je dirais que c'est plutôt la faune sauvage qui initie le voyage. Par exemple, j'ai fait un Erasmus à Madrid. Et là-bas, mes objectifs, c'était d'être volontaire dans un centre de soins qui accueille à peu près 7000 animaux par an. À titre de comparaison, le centre de soins de l'école Veto de Toulouse est à peu près à 3500. Et donc, il y avait plusieurs villes en Espagne qui m'intéressaient, mais je me suis vraiment dit que j'allais à Madrid pour faire ce volontariat-là. Et du coup, dans le sens-là, ça a été vraiment la faune sauvage qui a amené le voyage. Et au fil de mes études, ça a été un petit peu comme ça. Aussi, par exemple, pour ma thèse, où je suis allée à Madagascar, et encore une fois, c'est la faune sauvage qui m'a ramenée jusqu'à Madagascar pour faire une étude sur les lémuriens. Donc, pareil, ça a été la faune sauvage qui a initié le voyage. Et je pense que c'est une bonne façon de voyager parce que, pareil, je parlais de la campagne de stérilisation en Indonésie, où bah, c'est le. Alors, une campagne de stérilisation, ça peut ne
on peut ne pas voir tout de suite le rapport avec la faune sauvage, mais comme les chats vont prédater pas mal de petits animaux, de petits mammifères, de petits oiseaux sauvages, ça a un impact de stériliser les chats et donc de contenir un peu la population et donc de limiter cet impact-là. Et du coup, d'être allé jusqu'en Indonésie pour faire cette campagne de stérilisation, pareil, c'est l'attrait pour la faune sauvage qui m'a amené jusqu'à là-bas. Donc pour moi, c'est la faune sauvage qui amène le voyage. Moi, de mon côté, je suis plutôt d'accord avec Sonia. À chaque fois, bah, pour mes stages principalement, enfin, j'ai voyagé beaucoup pour mes stages. J'ai d'abord trouvé mon stage entre guillemets et voir qui me répondait, où est-ce que j'étais prise et après je regardais où était le pays et qu'est-ce qu'il y avait. Donc c'est vraiment la faune sauvage qui m'a motivée à voyager. Après, je trouve enfin, bon, après là, c'est un avis un peu perso, mais je trouve que, effectivement, je pense que Sonia et moi, on a pas mal voyagé pour nos stages, etc. Mais la question se pose aussi, bon, enfin, moi, je me pose la question en tout cas. C'est vrai que ça donne envie d'aller à l'étranger, d'aller voir des espèces un peu particulières, etc., qu'on n'a pas nous ici. Et en fait, mine de rien, ça fait prendre beaucoup l'avion. C'est quand même, on est quand même privilégié de faire ça, etc. Donc, ça nous pose pas mal de questions, enfin, je trouve, d'un point de vue écologie, on va dire. Et du coup, je pense que c'est pour ça aussi que ça nous a poussé à aller en centre de soins parce que il y a aussi plein d'espèces hyper intéressantes à protéger en France et de la faune sauvage en France que les gens connaissent pas forcément. Mine de rien, faune sauvage, ça veut pas forcément dire aussi voyage, ça peut être juste rester à côté de chez soi et voir plein de trucs hyper chouettes et pouvoir sauver déjà plein d'animaux. Et ça, enfin, moi personnellement, je m'en suis aperçue tout au long de mes années d'école veto et j'ai pas la même vision au début qu'à la fin, quoi. Ouais, c'est exactement la question secondaire que je voulais vous poser, c'est est-ce que c'est nécessaire finalement, lorsqu'on on est vétérinaire auprès de la faune sauvage, de voyager? Bah, du coup, moi je pense que non, pas du tout. Bah, comme je disais, en France, on a plein d'espèces déjà à protéger et dont certaines qui sont en danger d'extinction ou en voie de disparition et qui méritent toute notre attention. Il y a plein de boulot à faire en France là-dessus, ou en Suisse ou ailleurs en Europe, qui sont des pays plus accessibles que l'étranger. Oui. Voilà. Ouais, je pense que non, ça veut pas forcément dire voyage, effectivement. Et toi, Sonia, la question de prendre l'avion, est-ce que ça te travaille un petit peu ou pas du tout? Non, si, quand on est très sensibilisé justement à la protection de la biodiversité, forcément, l'empreinte carbone que nous, on peut avoir dans nos actions, elle se pose forcément. Et je suis d'accord avec Myriam sur le fait qu'il y a en fait beaucoup d'espèces à protéger autour de nous et qu'il n'y a pas une nécessité d'aller très loin. Et pour revenir sur mon Erasmus, à la base, moi, j'aurais voulu aller en Amérique du Sud parce que j'y suis jamais allée et que, pareil, j'avais envie de découvrir la faune sauvage là-bas. Et c'est le Covid qui m'a obligée, au moment du choix de mon Erasmus, de rester en Europe. Et finalement, je suis vraiment très contente que ça ait été le cas. Enfin, l'expérience que j'ai vécue à Madrid, elle m'a vraiment apporté beaucoup et beaucoup sensibilisé sur le fait qu'effectivement, il y a plein d'espèces autour de nous dont enfin, plein d'impacts sur les espèces qui vivent autour de nous qu'on soupçonne pas forcément et que quand on n'a pas forcément les moyens de voyager ou qu'on a envie de rester dans la zone pour des raisons écologiques, bah, il y a en fait beaucoup d'opportunités également. On médiatise énormément tout ce qui est animaux sauvages, entre guillemets, étrangers, notamment exotiques, avec Oui. beaucoup de reportages sur les animaux qui vont être animaux tropicaux, animaux africains, mais que du coup, il n'y a pas tant de reportages que ça sur les animaux français, et donc peut-être un manque d'empathie, ou en tout cas un manque de connaissance du fait que beaucoup d'animaux français sont en danger. Est-ce que le problème, en fait, elle vient de la médiatisation au final Ouais. des animaux sauvages, Sonia et Myriam, d'après vous? Et je pense en effet qu'il y a un peu deux poids, deux mesures. Nous, on grandit avec des images que les animaux qui méritent beaucoup notre attention, ce sont les lions, les girafes, les hippopotames, donc des animaux exotiques qui sont impressionnants. Et même, on le voit à travers, par exemple, des logos des associations. Le WWF, c'est un panda qui est emblématique, enfin, qui est leur emblème de la protection des animaux. Alors que, effectivement, tout autour de nous, enfin, la classe d'animaux la plus menacée,
au monde, en fait, c'est les amphibiens. Et du coup, c'est des animaux qui sont extrêmement menacés et qui ont beaucoup moins la sympathie du public de par la culture, la médiatisation. Et par exemple, pour mon cas, le cas des oiseaux, il y a plein de cas où les gens nous rapportent des oiseaux, ne connaissent pas l'espèce alors que c'est des espèces très communes, que s'ils habitent dans une zone un petit peu à la campagne, c'est vraiment des espèces qui partagent leur milieu, leur quotidien, qu'ils retrouvent dans leur jardin et qui ne sont pas capables d'identifier. Alors qu'ils savent très bien reconnaître un lion, un hippopotame, un animal qui est totalement exotique. Donc ouais, il y a quand même un gros déséquilibre à ce niveau-là. Moi, je suis d'accord avec Sonia sur ce qu'elle a dit. Et c'est rigolo. Bon, c'est une petite anecdote, mais c'est vrai que nous, au centre de soins, je sais pas si ça t'arrive, Sonia, mais ça nous est arrivé effectivement d'avoir des espèces. Des fois, bon, c'est mes collègues à l'accueil qui rentrent l'espèce de l'animal en fonction de ce que leur disent les gens. Et en fait, par exemple, ça nous est arrivé d'avoir bébé rapace sur notre feuille alors que c'était un pigeon. Et Pas du mal. coup, c'est un peu... Nous, ça nous fait rigoler parce qu'on a l'habitude et on sait à quoi ça ressemble un bébé rapace et on sait que ça ressemble pas du tout à un petit pigeon. Mais c'est vrai que pour les gens, en fait, ils connaissent pas forcément les animaux qui les entourent. Dans ma famille, avant que j'arrive à l'école veto et que je commence à bosser au centre de soins, enfin, à être bénévole au centre de soins, j'avais pas une grande connaissance des oiseaux et il y a plein d'espèces que j'ai découvertes au fur et à mesure de mes études et que je connaissais pas avant mes 20 ans, quoi. Donc il est jamais trop tard pour apprendre les espèces qui nous entourent et d'aller regarder avec des jumelles autour de chez soi, quoi. Alors justement, me permet de rebondir. Je suis tout à fait d'accord qu'il n'est pas utile de voyager à l'autre bout du monde, s'intéresser au monde, puisque vous avez quand même eu toutes les deux la chance de voyager. Ça intéresse, nous, aux vétérinaires qui ont quitté Toulouse, alors qui sont pas forcément partis très loin, qui travaillent pas forcément très loin comme toutes les deux, mais on a quand même envie que vous nous racontiez un voyage que vous avez pu faire et se replonger avec vous dans une aventure que vous avez pu connaître à l'étranger, au milieu de la faune sauvage peut-être. Voilà, est-ce que vous pourriez décrire là, Sonia, par exemple, si tu te replonges dans un voyage que tu as fait, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu as prévu pour ta journée et qu'est-ce que tu fais pour te détendre, tout simplement? Ok, je réfléchis. Je m'immerge. Je suis à Madagascar. Donc là, en fait, on est dans la réserve naturelle d'Ankara. Il est à peu près 5 heures du mat. Je sors de ma tente. Le soleil n'est pas encore levé. Il fait nuit. Et en fait, sur notre camp de recherche qui est au milieu de la jungle, il y a pas mal de grosses espèces de lézards qu'on entend un peu serpenter partout. Petit-déj, riz, haricots, comme tous les repas. Et ensuite, on part marcher dans la jungle à peu près toute la matinée. Ça dure 3 4 heures. Et l'idée, c'est de repérer les groupes de lémuriens. Donc, après 2 3 heures, on s'arrête, on a repéré un groupe et là, on se positionne en dessous d'eux. Et globalement, on attend qu'ils fassent leur crotte pour un petit peu se jeter dessus, récupérer les échantillons, prendre le nombre de mâles, de femelles et rester un instant pour observer le groupe, être sûr que toutes les informations qu'on a prises sur eux soient les bonnes. En milieu de matinée, c'est le moment où les lémuriens vont plus être trop actifs. Donc là, c'est pour nous le temps de rentrer au camp de recherche, de refaire un repas à base de riz et d'haricots. Et l'après-midi, c'est là le plus gros pic de chaleur, ça peut monter jusqu'à 35 degrés. Donc c'est un moment où on n'est pas très actif, les lémuriens non plus. Donc on vit vraiment au rythme de la jungle. Donc là, je rentre mes données, je complète, je fais des petites analyses coprologiques, je commence à regarder un peu dans le microscope dans l'après-midi. Et de nouveau, le soir, quand le soleil commence à se coucher, on repart. Et parfois, on rentre bredouille, c'est-à-dire qu'on marche pendant des heures dans la jungle, on ne trouve pas les lémuriens et on revient sans échantillon. Ensuite, à l'issue de notre recherche, on rentre le soir, de nouveau un repas, souvent du riz et des haricots. Et là, c'est plus un temps d'échange entre l'équipe de guide et mon équipe qui est composée d'un assistant de recherche et moi-même. Et en fait, à Madagascar, il y a plusieurs dialectes. Donc moi, je parle un dialecte qui est celui de ma famille, mais je parle pas tout à fait le même dialecte qui est dans la zone où je fais mes recherches. Donc j'essaye, on fait des petits jeux et comme ça, j'essaye d'apprendre des nouveaux mots. Il y a des mots pour lesquels je connais vraiment 5 traductions, où j'essaye de voir un petit peu de comment mieux communiquer avec l'équipe sur place. Et ça a été comme ça, du coup, pendant 5 semaines. Est-ce que tu as apporté un livre avec toi, Sonia, sous la tente? J'avais une liseuse.
j'avais une liseuse et c'est vrai que le soir tard, après le temps d'échange avec l'équipe, je mettais ma liseuse parce que je n'avais absolument pas de connexion Internet. Mhm. Donc j'avais préalablement téléchargé des livres et c'était lecture dans l'attente. Mais on se couchait assez tôt à 21 h, vu qu'il fallait se lever à 4-5 heures du mat. C'était extinction des feux, quoi. Et toi, Myriam, dans quel pays nous avais-tu à t'accompagner durant une journée? Eh bien, je pense qu'on va partir en Zambie. Là, je suis actuellement donc dans ma tente. Il est peut-être 7 heures du matin, plus tard que l'heure de réveil de Sonia. Donc dans ma tente en Zambie, Donc les juste à côté du vétérinaires pont. en faune sauvage, ils vivent dans les tentes en tout cas. Ouais, Clairement, clairement. les stagiaires vétérinaires. Oui, c'est ça. Juste, juste à côté du parc national de Kafoué, vraiment à la limite entre les villages et le parc. Donc globalement, bah, là, je me lève, je sors de ma moustiquière, je marche jusqu'aux toilettes, parce que du coup, bah, c'est assez éloigné de la tente. Il fait encore frais en Zambie. L'été, ça peut descendre jusqu'à 0 degré la nuit, parce que c'est l'hiver austral. Et souvent, bah, le matin, je me dirige vers la cuisine centrale où tout le monde prend son petit déjeuner. On mange globalement des œufs, du pain et du beurre de cacahuète le matin. Et après, on part sur notre journée avec Liane, du coup ma collègue, et on va visiter des élevages ce matin. On va aller parler avec les éleveurs pour savoir lesquels sont potentiellement intéressés pour travailler avec nous sur notre projet. Donc on prend le 4x4 et on espère qu'il va fonctionner cette fois-ci. On prend le 4x4 et on va sur les routes de brousse. Donc le village est pas très loin, il est à 10 minutes. On s'arrête, il y a souvent les poules, les chiens, les cochons qui nous accueillent. On descend et là on discute avec l'éleveur en lui demandant si son enclos est bien renforcé, si ça s'est bien passé depuis l'année dernière et on va échanger avec lui toute la matinée sur ce qu'il pense de notre projet qui est de mettre en place des chiens de protection dans les élevages pour les protéger des grands prédateurs. Mhm. Le midi, on rentre au camp. Pareil, on se retrouve tous dans la cuisine centrale et chacun fait sa cuisine un peu de son côté. On mange tous ensemble, même les personnes qui sont sur le camp, les personnes du staff. Et l'après-midi, on se dirige vers notre petite bibliothèque Ah, trop en bien. face d'un lac, où on travaille sur nos ordinateurs, sur des fichiers à rendre, sur le projet. Voilà, quand on n'est pas de sortie, on reste dans cette petite bibliothèque. Et quand vient le soir, ça se tombe assez vite, à 19 h. On se rejoint souvent pour se détendre sur le point de vue sur la savane, où on discute, on joue à des jeux de société, on fait un petit apéro et on mange le soir avec toutes les personnes du camp. Et pareil, on se couche tôt parce que bah, de toute façon, le soleil est déjà couché depuis longtemps et qu'on travaille le lendemain. Et avec de la chance ce soir, peut-être que j'entendrai encore les éléphants qui marchent juste à côté de la tente mais sans m'écraser. Voilà. Merci beaucoup. C'était trop chouette. Ouais, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des fois où vous revenez à l'ENVT et est-ce que l'école vous manque ou est-ce qu'il y a des choses qui pourraient vous donner envie de repasser par l'école? Bah là, c'est particulier, on va revenir à l'ENVT bientôt avec Sonia, parce que ça y est, nos poulots vont être diplômés, Mhm. donc on revient ce week-end, donc ça fait un petit coup de vieux. J'ai l'impression que notre RDD, c'était l'année dernière. Bah, pour ma part, ce qui me manque à l'école, c'est surtout les gens, les liens qu'on a tissés avec les personnes de notre promo, les personnes des autres promos, l'ambiance qu'il y avait à l'école. Mais ça fait quand même du bien de partir, je pense. Je sais pas si Ouais. Sonia, tu seras d'accord. Mais ça fait du bien aussi de commencer à voir autre chose. Et c'est vrai que être 5 ans au même endroit,
on a un peu l'impression de s'y enterrer, on va dire. Enfin, moi, j'ai ce ressenti-là. Et quand on en sort, moi, c'est ce qui s'est passé quand j'ai fait mon année de césure. On se rend compte qu'en fait, qu'il y a pas du tout que l'école dans la vie et que il y a 20 000 choses à voir et ça fait du bien de partir aussi, d'un Ah, tu côté. vois, Mathieu. Oui, je vois ça. Mais pour l'instant, je reste. Mais moi aussi, tu vois, donc voilà. Parfait. J'ai rien à dire là-dessus. Et toi, Sonia, tu reviens de temps en temps à l'école veto? Oui, je pense que j'ai un peu moins cette sensation, comme j'ai eu la coupure de mon Erasmus qui était au milieu, en Ouais, troisième c'est année. sûr. Mm. Après mon Erasmus, même si j'ai aussi rencontré des gens là-bas auxquels je tiens beaucoup, j'étais contente de revenir à l'école et pour 3 ans de plus, donc très bien. Et oui, ça m'arrive de revenir parce qu'effectivement, le monde des adultes, pour le dire, est quand même un peu moins fun que la vie à l'école. Et j'ai Bien eu d'accord. l'occasion de revenir à l'école pour fêter des thèses. Là, bah, comme disait Myriam, la remise de diplôme. Et... Mais d'un côté, c'est vrai que c'est bien de revenir ponctuellement pour voilà, profiter de ces événements festifs. Je pense que le quotidien à l'école me manque plus. Que, effectivement, la vie que j'ai ici, maintenant, j'y suis installée et je suis quand même contente d'être partie. Mais que ça fait quand même toujours plaisir de revenir retrouver cette petite ambiance un peu festive qu'on a laissée là-bas. Et en tout cas, en ce qui concerne mon groupe d'amis, c'est vrai que quand on se retrouve de nouveau en boom, voilà, il n'y a pas grand-chose qui a changé finalement. Donc je sais pas si ce sera le cas encore pendant longtemps, mais voilà, donc quand même contente d'être partie, mais toujours très contente de revenir. Ok, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à passer par la bibliothèque, évidemment, si vous revenez à l'école. Toujours. Avec grand plaisir. Avec très grand plaisir. Alors, ultime question du podcast, de ce premier numéro de Allô la planète veto. Alors, on a parlé du voyage, on a dit qu'il n'était pas nécessaire de partir forcément loin, mais on a envie de vous poser la question quand même. Quel serait à l'une et à l'autre votre voyage idéal? Ah, moi, j'ai plein d'idées comme ça, mais, mais il faut ça. En fait, il faut du temps, du coup, pour voyager loin sans trop polluer, entre guillemets. Mhm, Mais c'est vrai que, par exemple, avec mon petit frère, on aimerait bien aller au Japon et on peut le faire en train. Après, dans le contexte politique actuel, ça semble un peu compliqué, mais mhm. c'est vrai que moi, j'adorerais, par exemple, faire Paris-Tokyo en train en prenant le transsibérien, quoi. Ok. Ça, ce serait chouette. Moi, je dirais un peu dans la même thématique. Moi, je rêve d'aller en Amérique du Sud, de faire un très grand tour d'Amérique du Sud. Et pourquoi pas se faire une petite transatlantique en voilier pour y aller afin de ne pas prendre l'avion. Mhm. Mais n'ayant pas forcément le temps actuellement ni la compétence en navigation, c'est pas pour tout de suite. Mais ouais, c'est quelque chose qui me ferait vraiment rêver de passer beaucoup de temps en mer et ensuite de faire un très grand voyage, même à pied, en bus, à travers l'Amérique latine. Donnez-moi 2 ans, je fais Parfait. ça. Tu as 2 ans, Sonia. C'est On parfait. se 3, revoit dans 4,2 ans. où tu veux. C'est top. 10 ans. On vous On donne fait 10 comme ans. ça. Allez, ça part. Bon, on va clôturer ensemble ce premier numéro de Allô la planète veto. Je vous remercie beaucoup, Sonia et Myriam, d'avoir accepté notre invitation. Merci Mathieu. Merci à vous tous. Merci à Et vous deux. Ouais, merci beaucoup pour l'invitation. vraiment mille merci. À très bientôt pour un prochain épisode. À bientôt. Salut!